Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Benoît Hainaut, président du directoire Heritage. Dans un second temps, je recevrai Augustin Lecoq, gérant action, spécialiste des micro-capitalisations chez Mandarine Gestion. Les Pépites de la Côte, c'est parti. Bonjour Benoît Hainaut. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Pépites de la Côte. Benoît Hainaut, vous êtes président du directoire de Heritage depuis juin 2020. On va d'abord commencer par une petite présentation de votre groupe. Heritage, anciennement connu sous le nom de VM Matériaux, est une entreprise du BTP, implantée principalement dans l'ouest de la France et qui œuvre dans 3 grands domaines. La négoce de matériaux de construction, l'industrie du béton et la menuiserie industrielle. Derrière ces 3 grands domaines, on a envie d'en savoir davantage, a fortiori quand on n'est pas un spécialiste du BTP. Pourriez-vous nous détailler vos activités et nous en dire plus sur vos clients? Merci d'abord pour cette invitation. En effet, VM, Vendée Matériaux, nom historique du groupe d'origine vendéenne. Le groupe aujourd'hui s'appelle Heritage, 3 métiers principaux. Le négoce de matériaux de construction et le TP, le béton prêt à l'emploi et le béton industriel, et la menuiserie industrielle. 3 métiers qui sont tous dans l'univers du bâtiment et de la construction. Le plus important en poids, en chiffre d'affaires étant le négoce, qui représente sur les 600 à 700 millions de chiffre d'affaires selon la tendance qui s'exprime pour le moment, un peu moins de la moitié de notre activité. Et ensuite, on a les 2 autres métiers qui représentent à peu près chacun la partie restante. On a également des activités un peu plus périphériques, comme le négoce de pierres naturelles. Et toutes ces activités sont en pleine transformation. Et sur vos clients, peut-être un mot? Alors, nos clients sont les différentes parties prenantes du bâtiment et de la construction. Nous avons des clients artisans qui sont des petites ou moyennes entreprises ou des grandes entreprises qui sont actives dans les métiers de la construction neuve ou de la rénovation. Nous avons des acteurs des travaux publics, mais nous avons également des prescripteurs, des architectes, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études. Et nous avons également des collectivités qui, pour un bon nombre de projets publics, sont des interlocuteurs de première importance. Un panel de clients très large. Donc on a assisté dans le BTP depuis quelques mois à une forte hausse de la demande, liée notamment à l'enthousiasme des Français pour la rénovation de leur habitat. Un intérêt également porté par les incitations gouvernementales du type MaPrimeRénov'. Quel est le segment d'activité qui génère le plus de croissance à date chez Heritage et quelle est la filière la plus rentable? Alors, nos secteurs d'activité contribuent tous à la croissance et au développement du groupe. Et en effet, cette croissance est portée à la fois par une tendance de fond très structurelle de la rénovation de l'habitat, de l'efficacité énergétique, tendance qui est présente en France et dans les marchés comme la France, qui sont assez matures depuis déjà 5, 6, 7, voire 10 ans, mais qui s'accélère, qui devient de plus en plus importante parce que les fonciers se font plus rares, parce que les coûts de construction sont également de plus en plus importants et par conséquent, la rénovation de l'existant prend une dimension plus importante. Au travers de nos différentes activités, on peut dire que à peu près tous nos métiers profitent de ce développement. Le négoce, certainement, avec les activités liées à l'isolation, les activités liées à la transformation, à la rénovation, à la réhabilitation des logements. La menuiserie, bien sûr, puisque tout ce qui est fermeture, que ce soit fenêtre, que ce soit volet roulant, porte et autres, sont des éléments essentiels pour assurer l'efficacité énergétique d'un logement. Mais la menuiserie industrielle étant à date l'activité la plus rentable. Alors, l'activité industrielle de la menuiserie est une activité dont les profits sont en effet intéressants et progressent très bien. Et justement, puisqu'on parle profit, on va se pencher sur vos résultats. Les semestriels d'Heritage ont montré la solidité financière de votre groupe ainsi qu'une amélioration de votre taux de marge. Ces résultats sont liés en partie, on le sait, à un fort effet de base, mais pas seulement. Le dynamisme de votre activité a été confirmé il y a quelques jours par la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre. Quelle a été finalement la méthode déployée par Heritage pour faire face à cette crise, Benoît Hainaut ?
Je pense que comme tout le monde, il faut être très, très modeste, très humble et reconnaître qu'on a été en mars 2020 dans une turbulence sans précédent. Et la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les hommes et les femmes d'Erige qui se sont retroussés les manches, qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Je dis bien courage parce qu'à ce moment-là, les masques n'existaient même pas. La menace était finalement invisible, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et assez vite, en quelques jours, une semaine après, je dirais, le premier confinement, on a eu une remise en route de nos différentes activités, d'abord de négoce, du béton, et puis ensuite, un peu plus tard, de la menuiserie industrielle. Donc la recette, c'est avant tout de pouvoir compter sur des femmes et des hommes qui sont au rendez-vous, qui sont là et qui l'ont toujours été d'ailleurs et qui le sont encore aujourd'hui. Vous n'avez donc pas connu de fermeture On a une fermeture très brève. On a une fermeture d'une semaine dans 2 activités, d'1 mois dans l'activité industrielle, ce qui est normal puisqu'une activité industrielle ne redémarre pas aussi rapidement qu'une activité de négoce. Mais on a eu une coupure vraiment très brève. Ensuite, il y a eu des mesures de bon sens, de prudence dans les investissements, de prudence dans les coûts, dans la gestion des coûts et des dépenses, et beaucoup de veille, beaucoup d'écoute par rapport à ce que nos clients, nos consommateurs, qu'ils soient professionnels ou grand public, attendaient et quelle était leur disposition par rapport à cette pandémie. Ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de plans qui se sont avérés efficaces, puisque nous avons réussi à la fois à maîtriser nos coûts, tout en redémarrant plus vite que ce que nous l'aurions pensé nos activités. Vous avez stoppé provisoirement en fait tous les investissements, c'est ça, si je comprends bien ? On a interrompu un certain nombre d'investissements pendant quelques mois, de façon à préserver ce qui, à ce moment-là, n'était pas certain, c'est-à-dire les chiffres d'affaires à venir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'avoir une reprise régulière, progressive, comme tout le monde l'imaginait, eh bien, on a eu une reprise en V. Et que ce V, plutôt que de s'arrêter à la première barre du V, si je peux le dire, a été au-delà de l'activité normale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve sur un plateau d'activité qui est au-dessus de la normale. On parlait des résultats semestriels et en effet du 3e trimestre que nous avons également communiqué. Nous avons des activités qui vont de plus 30 à plus 40 selon nos activités par rapport à l'année précédente, qui certes est une année Covid, bien entendu. Mais si on se réfère à 2019, qui est sans doute une année de référence, nous sommes à plus de 13-14% au-dessus. 2020 doit rester effectivement de 2020 côté, reste exceptionnel. Mais j'ai envie de dire que finalement, les années exceptionnelles vont se succéder de façon de plus en plus régulière et qu'on doit s'habituer tous à vivre des turbulences comme celle-là. Mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui à un niveau d'activité supérieur. À celui de 2019. Donc. À celui de 2019. Pourquoi ? D'une part, parce que le marché nous porte. Le marché de la construction, de la rénovation est particulièrement soutenu. Parce que beaucoup de consommateurs ont jugé bon pendant le Covid d'investir davantage dans leur intérieur, dans leur logement, que dans des voyages ou dans des loisirs qui n'étaient pas accessibles en temps de Covid. Ceci, évidemment, a entraîné une demande plus importante pour tous les travaux de rénovation en général. Et à cela se couple aussi des incitations gouvernementales. Exactement. Vous avez tout à fait raison de préciser qu'on a un plan France Relance sans précédent, puisqu'on parle d'un plan de plus de 6 milliards d'euros, qui sont des sommes disponibles pour financer un certain nombre de sujets, et notamment en matière d'efficacité énergétique, notamment en matière de digitalisation, notamment en matière de confort de l'habitat. Donc tout ça, ce sont des mesures qui, mises les unes avec les autres, ont entraîné une activité plus forte. Alors tout semble aller bien, effectivement, pour le BTP. Votre secteur profite à plein régime de la reprise, si je puis dire, mais la hausse
des coûts et les pénuries de matériaux sont désormais aussi une vraie source d'inquiétude, une situation liée, je le rappelle, au fort ralentissement de la production pendant la crise, voire pour certains secteurs à un arrêt complet, puis ensuite à la reprise économique principalement portée par la Chine et par les États-Unis. Comment appréhendez-vous désormais ce risque, en l'occurrence la hausse des tarifs et la pénurie de matériaux pour votre activité? Je rappelle qu'un autre acteur du BTP, en l'occurrence Samsé, a publié un chiffre d'affaires trimestriel en léger retrait. Alors, en effet, on assiste depuis quelques mois à une situation tendue en termes de divers matériaux de construction, différents fournisseurs, qui nous a inquiétés, qui inquiète toute la, je dirais toute la filière, toute cette industrie de la construction, mais qui finalement a des répercussions mesurées. Bien sûr, certains projets sont retardés. Bien sûr, un certain nombre de produits ne sont pas toujours livrés en temps et en heure comme c'était prévu, mais on constate qu'on a tout de même réussi, avec une très bonne coordination et je dirais de bons rapports dans toute cette filière, depuis le fournisseur jusqu'à nos points de vente, on a réussi tout de même à limiter considérablement la casse. On ressent aussi petit à petit des effets d'accalmie dans ces tensions. Je pense que certains matériaux comme le bois, les bois en général, par exemple, les aciers, les tarifs voire les plastiques. Depuis alors, les tarifs ont beaucoup augmenté. Certains sont déjà en train de se tasser, voire de reculer. D'autres sont encore très élevés. Donc, c'est certainement un risque qui est bien présent, dont il faut tenir compte. Mais je dirais qu'il n'est pas de nature à enrayer de façon forte cette tendance générale et cette appétence pour les consommateurs vers le fait de prendre soin de leur habitat. En revanche, ça peut nous décaler dans le temps un certain nombre de projets. Mais je voudrais insister sur le fait que, indépendamment de cet aspect-là, de l'aspect des matériaux, qui est un sujet conjoncturel, il y a un autre effet qui est important, qui est celui du recrutement, de trouver qui est l'autre problématique de votre secteur. Voilà, qui est une bonne problématique. Quand on est devant ce genre de problème, ça veut dire qu'on est en mesure de créer de l'emploi, de faire des formations, de développer des nouvelles compétences. Ce n'est pas facile. Et donc c'est un vrai travail qui nous permettrait, si nous arrivions à recruter davantage, d'augmenter encore l'activité de façon générale. Donc finalement, le risque actuellement pour le BTP, c'est quoi? C'est cette pénurie de main-d'œuvre? Je dirais que le risque structurel est davantage dans la pénurie de main-d'œuvre que dans l'augmentation des tensions autour des matériaux. Et qui pourra avoir un impact potentiellement sur vos prochains résultats Qui peut avoir un impact sur l'accélération et sur la vitesse de la croissance des activités. Benoît Hainaut, pendant la crise, vous avez été, vous l'avez rappelé, contraint de stopper les investissements, comme beaucoup d'autres, afin de préserver la trésorerie de votre groupe. Quels sont désormais les projets pour Heritage? Vous dites vouloir accélérer sur l'innovation et vous comptez en particulier sur la digitalisation, c'est-à-dire? Alors, l'innovation est un élément essentiel. Notre stratégie est une stratégie de croissance profitable. La croissance profitable est possible lorsque nous offrons des offres différenciées à nos clients, à nos différents consommateurs, de façon à leur apporter une valeur supérieure et donc des prix qui s'inscrivent en conséquence. Donc l'innovation est très importante dans tous nos métiers. De nouveaux bétons décarbonés, de nouvelles offres biosourcées en négoce, de nouvelles solutions de fenêtres que nous qualifions d'hybrides qui permettent, avec des châssis simplifiés qui peuvent être installés dans tous les cas de figure, d'avoir des finitions en bois ou en aluminium selon l'esthétique recherchée. Un certain nombre d'innovations qui nous permettent aussi de donner des meilleures réponses précisément dans un contexte de recherche, de rénovation et de réhabilitation de bâtiments anciens. Notamment avec la réglementation, la nouvelle réglementation qui rentre en vigueur. Vous avez tout à fait raison d'aborder ça. Il y a deux grands sujets dans le métier de la construction. Il y a ce qu'on appelle la réglementation énergétique 2020, réglementation énergétique qui porte sur un objectif excessivement ambitieux de réduction de 30% de l'empreinte carbone
On y reviendra justement à l'horizon sur 2030. Le volet RSE. Mais donc en effet, vous avez ça. Et ensuite, la REP bâtiment, ce qu'on appelle la REP bâtiment, la responsabilité élargie aux producteurs, qui consiste à mettre en place un système de récupération des déchets de la construction, de collecte, de recyclage de ces déchets de la construction et de réutilisation de ces déchets dans les produits nouveaux. Ce sont deux éléments excessivement structurels qui vont être mis en place à très court terme et qui vont en effet faire évoluer les choses. Et nous, en tant qu'Erige, nous nous y préparons de façon proactive. Il y a quelques années, vous l'avez évoqué il y a un instant, la politique RSE des entreprises était encore confidentielle. Aujourd'hui, les critères dits extra-financiers des sociétés sont tout autant scrutés que les critères financiers. Quelles actions avez-vous mis en place au sein d'Erige? Le BTP est notamment très regardé sur la question de la réduction de son empreinte carbone. Alors cette réduction de l'empreinte carbone est un sujet qui nous est excessivement cher. On a déjà en place un certain nombre d'initiatives depuis un certain temps, mais j'ai souhaité donner une impulsion forte à l'ensemble de nos métiers, à l'ensemble de nos activités, de façon à s'inscrire dans une trajectoire de réduction de notre empreinte carbone, à travers des initiatives très concrètes, très pragmatiques. Par exemple, de travailler sur des bétons fortement décarbonés, qui nous permettent de maintenir un niveau de qualité élevé, mais d'offrir en effet une réduction d'empreinte carbone significative, qui nous permettent aussi d'avoir un certain nombre de dispositions en négoce, par exemple, de tri, de collecte de matériaux déchets de chantier pour pouvoir ensuite être retraités auprès de recyclage. Filière de recyclage. Et en parlant de filière de recyclage, au niveau de la menuiserie, nous avons mis en place une instance qui s'appelle MENREC, recyclage menuiserie, qui nous permet de récupérer des vieilles fenêtres, par exemple en fin de vie, de les recycler, de les démanteler, de les recycler, et puis surtout de réutiliser cette matière première pour nos produits finis. C'est important parce qu'en fait, on parle parfois à tort de déchets. En réalité, ces déchets doivent être réutilisés pour leur donner une seconde vie. Donc cet aspect RSE est excessivement important. Nous avons aussi mis en place un comité RSE, qui est une instance de notre gouvernance. Au sein d'Erige. Au sein d'Erige, et qui nous permet vraiment de suivre tous nos progrès, et notamment notre ambition en matière de réduction de l'empreinte carbone, que nous travaillons avec un partenaire avec lequel nous avons noué des liens, qui est WWF, que tout le monde connaît, et qui est à la fois un partenaire exigeant et qui nous apporte un support précisément pour nous améliorer. Des actions dans ce domaine-là. Concrètes. Donc, on Exactement. va terminer, et non des moindres, Benoît Hainaut, par votre cours de bourse qui progresse pratiquement de 70% depuis le début de l'année. Début septembre, il a même atteint 53 €. C'est son plus haut niveau depuis 2010. Et les marchés gardent un œil sur un projet d'introduction en bourse l'année prochaine, en l'occurrence celui de BME pour Building Materials Europe, le groupe européen de négoce de matériaux. Une entreprise qui pourrait être valorisée jusqu'à 6 milliards d'euros si ce projet se réalise. Erige apparaîtra donc très sous-valorisé par rapport à d'autres acteurs. Quel commentaire faites-vous sur votre cours de bourse ? Alors nous sommes évidemment très, très heureux de voir que les marchés, les experts, les investisseurs et les analystes valorisent nos résultats. Je pense que c'est justifié dans la mesure où ces résultats ne sont pas que portés par un marché favorable, mais également par un certain nombre d'initiatives de performance, de travail sur les marges, de travail sur les gammes, les secteurs, les segments les plus profitables. Nous allouons plus de ressources à des segments que nous considérons plus profitables, comme par exemple le domaine de l'isolation, du bois dans le domaine du négoce, ou par exemple des produits très innovants dans les métiers de la menuiserie. Le cours de bourse n'est pas une obsession en soi à court terme pour nous. Par contre, toutes les initiatives qui vont nous permettre, à travers les plans de transformation que nous avons mis en place pour chacune de nos activités, de faire évoluer nos marges et notre profitabilité en général, vont forcément nous donner un impact positif dans le moyen terme pour ce cours de bourse. Et c'est ça l'objectif. Et donc avec un bon potentiel haussier, si je comprends bien. Nous y travaillons. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'analyse dans les pépites de la cote. Bonjour Augustin Lecoq. Bonjour. Augustin, vous êtes gérant action spécialiste des microcapitalisations chez Mandarine Gestion et ensemble on va parler de la thématique ESG, c'est-à-dire de ces critères extra-financiers qui tiennent compte de l'impact environnemental, social et de la gouvernance d'une entreprise. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler ce qu'on entend par microcapitalisation? Oui, c'est toujours bien de le rappeler parce qu'on sait que ces microcaps, elles sont souvent méconnues. Et déjà, quand on vulgarise le nom de microcap en parlant de PME cotées en bourse, ça parle au plus grand nombre. Et ces microcaps, pour donner quelques chiffres clés, il y en a énormément dans le monde. C'est une société cotée en bourse sur deux qui est une microcap. Il y en a plus de 25 000 dans le monde, dont plus de 5 000 en Europe. Donc c'est vraiment un univers très très profond, très très riche, dans lequel on trouve vraiment beaucoup de sociétés qui sont souvent beaucoup plus entrepreneuriales ou familiales dans leur capital. Donc effectivement, on se focalise toujours sur les très grandes entreprises et in fine, elles sont plus nombreuses. Je ne vous apprends rien, il y a une petite musique qui monte de plus en plus, c'est celle de ces fameux critères ESG qui interrogent les investisseurs. On en parle beaucoup pour les sociétés qui sont cotées sur le CAC 40, peut-être moins pour des entreprises de type PME et ETI. Alors comment en tenir compte sur le segment des petites capitalisations? Ces critères, Augustin, sont-ils trop compliqués à mettre en place pour des sociétés à taille humaine? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de critères trop compliqués. Je pense juste qu'il faut s'adapter aux particularités de cet univers des microcaps. Et donc, comme je le disais, ce sont souvent des plus petites sociétés avec des dirigeants qui sont souvent dans l'équipe fondatrice de la société, qui sont souvent actionnaires majoritaires de leur société. Et par la petite taille de la société, il y a souvent un sujet, c'est qu'il n'y a pas d'équipe dédiée à cette communication extra-financière, comme on peut le voir dans les grandes valeurs. Dans les grandes valeurs, il y a eu un mouvement qui a été déjà commencé il y a de nombreuses années pour communiquer, pour dire ce que ces sociétés-là font. Dans le monde des petites valeurs, sur le fond, je pense qu'avec un alignement d'intérêts qui est beaucoup plus présent, avec un actionnariat entrepreneurial et familial, comme je le disais, qui a une vision très long terme, qui est souvent beaucoup plus proche de ses salariés, naturellement, dans le fond, ces sociétés, elles prennent déjà en compte ces critères, elles le font déjà, mais elles ne le disent pas. Et donc le sujet, c'est surtout sur la forme, où il faut qu'elles le communiquent. Et donc nous, c'était aussi notre démarche, c'était de trouver cette information et de les pousser à le plus communiquer. Et c'est surtout un sujet de forme, donc, parce que quand on rencontre ces sociétés et qu'on leur dit qu'on ne trouve pas d'informations extra-financières, souvent, ils ne comprennent pas, ils nous disent tout ce qu'ils font, mais souvent, ces informations, c'est ça, on ne les trouve pas dans le rapport annuel, par exemple, ou même dans un rapport extra-financier dédié. Et donc c'est toute la logique, c'est de les pousser à être meilleurs dans leur communication extra-financière. Donc, en vous écoutant, on a bien compris qu'on évolue dans un univers qui manque peut-être parfois de moyens ou de temps pour communiquer davantage sur ces actions. Pour autant, elles en mettent en place. Alors, comment abordez-vous chez Mandarine Gestion l'univers des smalls sous l'angle ESG et quelles sont les thématiques que vous retenez? Alors déjà dans notre univers de microcap, on a un fonds qui s'intéresse aux microcap européennes, un fonds qui s'intéresse aux microcap dans le monde. On a obtenu le label ISR dans l'univers des microcap européennes, c'était le premier fonds il y a maintenant 2 ans. Et donc pour ça, on a voulu vraiment s'adapter et créer une classification qui était dédiée aux microcaps. Donc pour ça, il a fallu s'adapter à ces microcaps, il a fallu faire une grille propriétaire et donc avoir des critères en interne et noter en interne ces sociétés. Parce que dans un premier temps, on a essayé de trouver la donnée extra-financière chez des fournisseurs de données externes, mais trouver de l'information cohérente et homogène sur une microcap française, finlandaise, italienne ou autre, c'est compliqué d'avoir une grille homogène. Et donc il a fallu se retrousser les manches et le faire en interne chez Mandarine sur le fonds européen de microcap. Et puis sur le fonds global de microcap, là on s'est plutôt intéressé au CO2 sur les sociétés, à leur émission de carbone rapportée à leur chiffre d'affaires, parce que là on avait de la donnée aussi qui était beaucoup plus facile à obtenir, parce que le sujet sur ces microcaps, c'est qu'on a voulu noter en Europe tout du moins, tout l'univers et noter chaque société par secteur, les comparer par secteur. Et pour obtenir ce label ISR, il faut qu'on exclue au minimum 20% des sociétés de l'univers. Et donc nous on a voulu le faire dans chaque secteur. Et dire à une société qui se trouve dans les moins bonnes de son secteur en termes d'extra-financier, eh bien écoutez, actuellement vous êtes mal noté, mais on va vous donner votre chance d'améliorer si vous nous transmettez l'information et si vous êtes plus transparent. Et donc c'était vraiment une politique d'engagement pour que ces sociétés elles deviennent plus transparentes avec nous et par la suite avec d'autres investisseurs, sachant que de plus en plus d'investisseurs regardent ces critères aussi dans l'univers des microcaps. Il y a la question de la réduction de ces émissions, mais il y a aussi d'autres questions, en l'occurrence sur le volet plutôt social et de gouvernance. Oui, c'est ça. Alors, dans les critères extra-financiers qu'on va regarder, naturellement, on regarde les critères typiques que sont le E, donc l'environnement. L'environnement, on va regarder en priorité sur l'univers européen
si la société mesure son empreinte carbone, si elle a une politique environnementale en place. Donc ça, c'est les deux critères qui sont les plus importants. Si je prends deux critères par pilier, sur le côté social, on va regarder par exemple le turnover des salariés, si la société le calcule, et l'évolution qu'on peut trouver là-dessus. Sur le taux de formation des salariés, qui est un sujet aussi très important. Sur le G de la gouvernance, on va regarder là si le dirigeant de la société a des critères extra-financiers dans sa rémunération, qui peut être un critère aussi important. Et puis par exemple dans le conseil d'administration, on va regarder s'il y a un taux de féminisation suffisant et un taux d'indépendance suffisant. Et puis enfin on regarde un autre plan, c'est les parties prenantes. Et donc là, on veut voir par exemple si la société, au sein de sa chaîne de valeur, va vérifier que ses fournisseurs et ses clients respectent aussi les droits de l'homme, etc. Et donc que la société soit implantée verticalement et qu'elle vérifie ces sujets sur tous les aspects. Autant de critères donc, qui auront effectivement un impact ensuite sur les performances de l'entreprise. On a bien compris finalement cette méthode. On a maintenant envie de savoir comment les investisseurs peuvent s'y retrouver, comment les convaincre que finalement l'ESG peut être un moteur de performance sur le segment de ces petites capitalisations. Alors, quand on parle de performance, je pense qu'il y a deux moteurs de performance pour une société en bourse, pour sa valorisation, enfin pour sa capitalisation qu'elle grossisse. Il y a tout d'abord la valorisation. Et donc, ce qu'on a vu dans les grandes valeurs depuis de nombreuses années, avec de plus en plus de flux et de fonds qui se labellisaient et qui regardaient ces critères ESG et qui se labellisaient ISR, on a eu de plus en plus de flux qui s'orientaient vers les sociétés les mieux notées en termes d'extra-financiers, ou celles qui s'amélioraient. On pense que ce phénomène qu'on a vu dans les grandes valeurs, il va arriver tôt ou tard dans les petites valeurs. Nous, on l'a fait il y a 2 ans avec cette labellisation, mais de plus en plus de fonds cherchent à le faire, et le fonds est tant mieux. Et donc ce phénomène, on va le voir, et ça va jouer sur les valorisations de ces sociétés. Celles qui font le travail maintenant ou qui l'ont fait il y a quelques années, elles vont mieux ressortir, leur valorisation sera plus forte en bourse a priori. Et sur le côté opérationnel, on va s'intéresser à des microcaps, donc à des PME qui sont souvent en croissance. Ces PME en croissance, elles ont des besoins de recrutement et notre conviction là-dessus, c'est que dans les nouvelles générations, pour recruter les meilleurs talents, il faut non seulement avoir un salaire attractif, mais aussi avoir une emprise ESG et c'est une communication et un savoir-faire pour chérir. On le voit aujourd'hui d'ailleurs avec des jeunes diplômés qui sont de plus en plus exigeants sur leurs futurs employeurs. C'est ça, et donc c'est tout cet environnement extra-financier, outre le salaire, qui va être de plus en plus important. Et donc les sociétés qui l'ont comprise, je pense qu'opérationnellement, elles peuvent plus croître, plus embaucher et donc surperformer leur marché. Et donc là, je pense qu'on va assister aussi, et ce qu'on a vu dans les grandes valeurs, une convergence entre l'extra-financier et le financier. D'autant plus que ce sont des sociétés effectivement qui financent l'économie réelle. On finance l'économie réelle via ces PME, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On est vraiment dans le tissu de PME, le tissu d'entreprises locales qui, quand elles vont recruter localement parce que leur siège n'est pas tous à la défense comme qu'on peut voir dans les grandes valeurs. Elles participent à la décentralisation, in fine. Décentralisation, et on envie souvent l'Allemagne avec son Mittelstand, avec tout son tissu de PME. Quand on parle de microcap, on est vraiment là-dedans. Et des PME, il y en a énormément en France, avec des sièges un peu partout dans chacune de nos grandes villes ou petites villes. Et donc, fournir du financement à ces sociétés, les accompagner dans leur croissance, c'est aussi développer l'emploi local et dans l'économie réelle. Bien sûr, et celles qui ne le font pas, effectivement, celles qui n'ont pas de pratiques vertueuses, verront leur valorisation aussi potentiellement baisser dans les années à venir. Oui, a priori, ça aura un sujet sur leur valorisation et puis sur leur marque employeur pour l'attractivité en termes d'employeurs pour attirer les meilleurs talents. Oui. Concrètement, Augustin, quels sont les secteurs à privilégier aujourd'hui pour tenir compte de ces critères extra-financiers qui sont de qualité, de critères extra-financiers de qualité? Alors nous, on n'a pas voulu avoir une approche dogmatique en se disant qu'on va exclure tel ou tel secteur. On a voulu s'intéresser à tous les secteurs et à l'intérieur de tous les secteurs, exclure 20% des sociétés qui sont les moins bien notées. C'était vraiment notre démarche. C'était pour vraiment s'intéresser à des secteurs qui sont parfois les plus pointés du doigt, comme l'industrie, comme l'énergie, etc. Qui ont les plus gros défis à date. Qui ont les plus gros défis et qui auraient le plus gros impact s'ils bougent. Et donc nous, notre démarche, c'était plutôt d'aller faire de l'engagement avec les moins bons élèves de ces secteurs-là, parce que eux, s'ils arrivent à bouger et s'ils décident de bouger, leur impact environnemental notamment sera le bien plus fort. Et donc on a choisi d'avoir vraiment une approche qui se veut homogène dans chacun des secteurs. Une approche homogène. Merci Augustin. Merci. C'est la fin de ce numéro des Pépites de la Cote. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt.